Le service de réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, était un monde à part, un purgatoire aux murs blancs et à elle éclairage froid. L'air y sentait l'antiseptique et la peur contenue, un mélange stérile que rien ne parvenait à masquer. Le seul rythme constant était celui, impersonnel et lancinant, des moniteurs cardiaques et des ventilateurs qui maintenaient en vie des corps suspendus entre deux mondes. C était un lieu de science et de précision, où les émotions étaient considérées comme un facteur de risque, un parasite dans la mécanique bien huilée des soins intensifs. Dans ce ballet incessant de blouses blanches et de chariots métalliques, chaque geste était mesuré, chaque parole pesée. Pourtant, derrière la froideur clinique des machines et des protocoles, se jouaient silencieusement les drames humains les plus dévastateurs, des histoires mises en pause par la tragédie, attendant un dénouement que personne ne pouvait prédire. Au cœur de cet univers contrôlé se tenait Hélène, cadre de santé depuis près de 20 ans. À 42 ans, elle était la gardienne silencieuse de ce royaume fragile. Avec son chignon serré, sa blouse impeccable et son visage impénétrable, elle incarnait l'autorité et la compétence. Ses yeux, fatigués par des milliers de gardes, possédaient une acuité redoutable, capable de déceler la moindre anomalie sur un écran, le plus infime changement chez un patient. Elle était un roc, une forteresse de professionnalisme que rien ne semblait pouvoir ébranler. Ce matin-là, son regard se posa sur le lit numéro 7, celui de Clara. 25 ans, plongée dans un coma profond depuis 4 mois. Sa beauté était tragique, presque irréelle, avec sa peau pâle et ses longs cheveux sombres étalés sur l'oreiller. À côté d'elle, un cadre photonumérique, seule touche de chaleur dans la pièce, faisait défiler des images d'elle et de son fiancé, Antoine, radieux de bonheur. Ce N était qu'un examen de routine, un geste qu'Hélène avait répété des milliers de fois. En palpant l'abdomen de Clara, elle sentit pourtant quelque chose d'inhabituel. Une fermeté discrète, un volume à peine perceptible sous ses doigts experts, qui ne correspondait à rien de ce que le dossier médical indiquait. Son esprit cartésien rejeta d'abord l'idée, l'attribuant à une complication interne, une rétention de fluide peut-être. Par pure conscience professionnelle, elle demanda une échographie abdominale, simplement pour écarter tout doute. L'attente fut courte, mais pesante. Lorsque le visage du radiologue se figea devant l'écran, un silence anormal s'installa dans la petite salle d'examen. Hélène se pencha et vit l'incroyable. Une forme parfaite, un petit cœur qui battait. Un fœtus, d'environ 5 mois. La nouvelle explosa dans le silence du service. Parfois, la vie vous frappe avec une telle force que l'injustice semble insupportable. Si vous croyez qu'il est important de raconter ces combats, votre soutien en vous abonnant est ce qui nous permet de continuer. La logique froide et implacable d'Hélène s'activa immédiatement, transformant le miracle en un problème mathématique terrifiant. Clara était arrivée il y a 4 mois. Après un accident de voiture qui avait coûté la vie à Antoine sur le coup. Une grossesse de 5 mois était donc une impossibilité biologique, du moins avec lui. La conclusion qui s'imposait était si monstrueuse qu'elle glaça le sang de tous ceux qui l'apprirent. L'hôpital, ce sanctuaire de guérison, devenait soudain le théâtre d'un crime potentiel. Une agression commise sur une femme sans défense, dans l'enceinte même qui devait la protéger. Le protocole était clair, et Hélène l'activa sans faillir, alertant la direction et la police. Mais tandis que la machine administrative et judiciaire se mettait en branle, quelque chose en elle avait changé. Elle regarda le visage serein de Clara, non plus comme un cas clinique, mais comme l'épicentre d'un mystère terrible, une victime dont elle se sentait désormais, et sans savoir pourquoi, la seule véritable protectrice. L'arrivée de l'inspecteur Dubois fit basculer l'atmosphère du service de réanimation. Homme au visage buriné et au regard perçant, il traitait l'espace non plus comme un lieu de soins, mais comme une scène de crime potentiel. Chaque couloir, chaque chambre, chaque membre du personnel était désormais une pièce à conviction ou un suspect. Elle, équipe soignante, autrefois soudée par l'urgence et la compassion, se regardait désormais avec une méfiance glaciale.
Hélène observait cette lente désintégration avec un sentiment de nausée. Les questions de l'inspecteur étaient directes, froides, dénuées de toute humanité. Il parlait de Clara comme d'un corps, d'une preuve, dépouillant la jeune femme de son identité pour n'en faire qu'un objet au centre d'une enquête sordide. La froideur de la procédure judiciaire venait souiller le dernier sanctuaire de vulnérabilité. Pour Hélène, la vue de ce minuscule cœur battant sur l'écran de l'échographe avait fait voler en éclats une armure qu'elle avait mis des années à forger. 20 ans plus tôt, elle avait elle-même perdu un enfant, un petit garçon mort-né à quelques semaines du terme. La douleur avait été si violente, si totale, qu'elle l'avait anesthésiée de l'intérieur. Pour survivre, elle était réfugiée dans une discipline de fer, un professionnalisme absolu, érigeant une muraille infranchissable entre son travail et ses émotions. Elle soignait des corps, mais se gardait bien de toucher les âmes. Mais ce bébé, cette grossesse impossible, était un écho assourdissant de son propre drame. C était le miroir de son plus grand bonheur et de sa plus profonde blessure, une confrontation qu'elle ne pouvait plus fuir. L'enquête de l'inspecteur Dubois s'intensifia, transformant le quotidien de l'hôpital en un interrogatoire permanent. Chaque employé masculin ayant eu accès à la chambre de Clara fut soumis à des questions humiliantes, leur intégrité remise en cause. La direction de l'hôpital, plus soucieuse de sa réputation que du sort de sa patiente, exerçait une pression constante sur Hélène pour qu'elle facilite une résolution rapide et discrète. Elle se sentait prise en étau, écrasée entre le marteau de la justice et l'enclume de la bureaucratie. C'est dans ces moments que l'on se sent si seul face à l'injustice du monde. Partager ces histoires, c'est ce qui nous donne la force de continuer, et votre abonnement est le soutien le plus précieux pour que nous puissions le faire. La situation empira avec l'arrivée des parents d'Antoine. Le visage rongé par le chagrin, ils écoutèrent la nouvelle de la grossesse avec une incrédulité qui se mua rapidement en une colère amère. Pour eux, l'idée que leur fils, leur enfant parfait, ait pu être remplacé si vite était une trahison insupportable. Ils se mirent à parler de Clara comme d'une femme infidèle, salissant la mémoire d'un amour que tous pensaient pur et indestructible. Leurs mots, chargés de douleur et de ressentiment, n'étaient pas seulement des accusations. Ces étaient des coups de poignard portés à la dignité d'une femme incapable de se défendre et à l'espoir fragile qui avait commencé à naître dans le cœur d'Hélène. Le drame prenait une dimension encore plus cruelle, celle de la calomnie. Une nuit, alors que le silence de la garde N était rompu que par le bip régulier des moniteurs, Hélène sentit le poids de la situation, elle, écrasée. Les soupçons de la police, les accusations de la famille, la pression de sa hiérarchie et le fantôme de son propre passé formaient un étau insoutenable. Elle s'assit près du lit de Clara, le regard fixé sur le cadre numérique où défilaient les images du couple heureux. Le contraste entre cette joie radieuse et la sordide réalité de la chambre 7 était une violence absolue. C'est à cet instant précis que quelque chose changea en elle. Elle ne vit plus une patiente, ni même une victime. Elle vit une jeune femme dont la vie avait été volée, et elle sentit monter en elle un instinct protecteur, une force maternelle qu'elle croyait avoir perdue à jamais. Elle commença à lui parler. D'abord un murmure, quelques mots pour briser la solitude oppressante de la pièce. « Je suis là, tu n'es pas seul. » Puis, au fil des nuits, elle se mit à lui raconter le monde extérieur. Elle lui décrivait le ciel de Paris par la fenêtre, les couleurs des feuilles qui changeaient dans le parc voisin, le goût du café qu'elle buvait à l'aube. Elle lui parlait surtout de ce petit être qui grandissait en elle, un petit combattant. Un miracle de vie au milieu du chaos. Était une conversation à sens unique, un monologue fragile dans le silence clinique. Parfois, la seule chose qui nous sauve, c'est de trouver une cause plus grande que notre propre douleur. Si ces récits de résilience vous touchent, songez à vous abonner pour nous aider à en partager d'autres. Déterminée à laver l'honneur de Clara, Hélène commença sa propre enquête, bien au-delà de ses prérogatives d'infirmière. Sur son temps libre,
Elle éplucha les profils de réseaux sociaux du couple, cherchant une faille, une incohérence dans l'image parfaite qu'il projetait. Mais tout ce qu'elle trouvait ne faisait que renforcer sa conviction. Des photos de voyage, des messages pleins de tendresse, des projets d'avenir. Chaque publication était une célébration de leur amour. Rien ne correspondait au portrait d'une femme infidèle que les parents d'Antoine s'acharnaient à peindre. Hélène ne cherchait pas seulement des faits. Elle cherchait la vérité qu'elle sentait vibrer au plus profond d'elle-même. Une vérité plus complexe et plus belle que le drame sordide que tout le monde semblait accepter. La direction de l'hôpital, de plus en plus nerveuse, convoqua Hélène dans le bureau directorial. Le discours était poli, mais le message était brutalement clair. On lui parla de gérer la situation, d'éviter à tout prix le scandale médiatique. Le directeur évoqua les options légales concernant la poursuite d'une grossesse chez une patiente dans le coma, sous-entendant à peine que la disparition de ce problème arrangerait tout le monde. Hélène écouta sans ciller. Sa réponse fut calme, mais d'une fermeté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Sa seule et unique priorité était la santé et la sécurité de ses deux patients, Clara et l'enfant qu'elle portait. En sortant du bureau, elle sut qu'elle était seule, mais sa détermination n'en fut que plus forte. C'est en scrutant une photo sur le compte Instagram de Clara, publiée quelques semaines avant l'accident, qu'Hélène tomba sur un détail qui l'intrigua. Le couple posait, souriant, devant un bâtiment moderne à l'architecture discrète. En zoomant sur l'image, elle parvint à déchiffrer le nom inscrit sur la façade. C était une clinique de fertilité réputée, située en banlieue parisienne. La découverte la laissa perplexe. Pourquoi un jeune couple en pleine santé, visiblement fou amoureux, aurait-il eu besoin de se rendre dans un tel endroit? Cette question, simple en apparence, était la première véritable fissure dans le mur des certitudes. C était une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait nulle part, un indice minuscule qui suggérait une histoire bien différente de celle que l'on racontait. Le combat qu'elle menait laissait des traces. Les nuits blanches passées à veiller sur Clara et à poursuivre ses recherches marquaient son visage. Son chignon impeccable commençait à laisser échapper quelques mèches rebelles, et des cernes profonds soulignaient la fatigue de ses yeux. Ses collègues la regardaient différemment, certains avec admiration, d'autres avec inquiétude. Des chuchotements parcouraient les couloirs, évoquant un attachement excessif, une perte de distance professionnelle. La forteresse qu'elle avait mis 20 ans à construire se fissurait, non pas sous le poids de la faiblesse, mais sous la poussée d'une humanité retrouvée, d'une compassion brûlante qu'elle ne cherchait même plus à contenir. Elle était en train de renaître à la vie, au prix de son ancienne tranquillité. Un soir, alors qu'elle effectuait ses soins, Hélène posa instinctivement sa main sur le ventre de Clara. Était un geste tendre, presque maternel, qu'elle se serait interdit quelques semaines plus tôt. Et c'est à cet instant précis qu'elle le sentit. Une vibration légère, une secousse infime, mais indubitable sous sa paume. Un coup de pied, le premier. Un message secret envoyé depuis le silence. Une affirmation de vie si puissante qu'elle balaya tous les doutes. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues d'Hélène, les premières depuis des années. Ce haine était pas des larmes de tristesse, mais des larmes de certitude. Elle avait raison. Un miracle était en train de se produire dans cette chambre aseptisée et elle le défendrait jusqu'au bout. L'inspecteur Dubois revint au service, le visage plus fermé que jamais. Les premiers résultats des tests ADN étaient tombés et tous étaient négatifs. Aucun membre du personnel N était le père. Cette nouvelle, loin de le rassurer, semblait le contrarier. Son enquête était dans une impasse. Son regard se posa sur Hélène, non plus avec la condescendance d'un officier de police face à une infirmière, mais avec une suspicion nouvelle. Il sentait son implication personnelle, sa détermination farouche. Il la voyait désormais comme un obstacle à son enquête, une femme trop émotive, incapable de raisonner. Une guerre silencieuse s'engagea entre eux, une lutte de volonté au-dessus du corps endormi de Clara, avec pour enjeu une vérité que chacun pensait détenir.
La tension dans la chambre 7 était devenue une entité palpable, un brouillard toxique qui étouffait le son régulier des machines. L'inspecteur Dubois, à bout de patience, pressait les parents d'Antoine de questions, cherchant une fissure dans leur chagrin, une explication logique à ce qu'il considérait comme une tromperie. La mère d'Antoine, le visage déformé par la douleur et la colère, répétait en boucle que Clara avait trahi la mémoire de son fils, que cette grossesse était une insulte à leur amour. Les mots étaient violents, des éclats de verre lancés dans le silence sacré d'une chambre de réanimation. Hélène se tenait en retrait, près de la fenêtre, observant la scène avec un dégoût silencieux. Elle n'était plus une simple soignante. Elle était le dernier rempart de la dignité de Clara, une gardienne silencieuse face à la brutalité du monde extérieur qui s'était invitée au chevet de sa patiente. Soudain, un son strident et irrégulier déchira l'air, coupant net les accusations. Tous les regards convergèrent vers le moniteur cardiaque. Le tracé, si stable depuis des mois, s'emballait de manière erratique. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les cris, et puis l'impensable se produisit. Une vibration presque imperceptible agita les paupières de Clara. Lentement, comme des pétales se déployant au ralenti, ses yeux s'ouvrirent. Ils n'en étaient pas vifs et pas encore connectés au monde, mais ils étaient ouverts. Hélène se précipita à ses côtés, son cœur battant à l'unisson avec le moniteur affolé. Elle prit la main de Clara, une main inerte quelques secondes plus tôt, et la sentit frémir sous sa paume. Le temps semblait s'être arrêté, suspendu à ce miracle fragile qui venait de éclore au milieu du chaos et de la suspicion. L'inspecteur Dubois, retrouvant ses esprits, s'avança, son carnet déjà en main. « Madame, vous m'entendez ? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Sa voix était dure, intrusive, une profanation de l'instant. Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Hélène se plaça entre lui et le lit, lui barrant le passage. Son regard, habituellement si maîtrisé, lançait des éclairs. « Laissez-la » dit-elle d'une voix basse, mais chargée d'une autorité sans appel. C'est alors que les lèvres de Clara bougèrent, formant des syllabes à peine audibles. Elle tourna difficilement la tête vers la mère d'Antoine, ses yeux la suppliant de comprendre. « Notre bébé » murmura-t-elle, l'effort la laissant pantelante. « Le projet d'Antoine, la clinique. » Chaque mot était une goutte de vérité tombant dans un océan de mensonges. Le visage de la mère d'Antoine se décomposa. La colère la quitta d'un seul coup, remplacée par une vague de compréhension si violente qu'elle la fit chanceler. Elle s'effondra sur une chaise, le corps secoué de sanglots. Les mots sortirent d'elle comme une confession trop longtemps retenue. Elle raconta tout, le diagnostic d'Antoine, quelques mois avant l'accident. Un cancer fulgurant, ne lui laissant aucune chance de survie à long terme. Leur unique et dernier espoir de laisser une trace de leur amour avait été la fécondation in vitro. La procédure avait eu lieu le matin même de l'accident. Ils revenaient de la clinique, fous de joie, célébrant ce petit secret, cette promesse de vie, lorsque leur voiture avait été percutée. La grossesse N n'était pas une trahison. C était l'héritage d'Antoine, son dernier acte d'amour, un testament vivant confié au ventre de la femme qu'il aimait. La vérité, une fois révélée, changea la nature même de l'air dans la pièce. La suspicion S évapora, laissant place à un chagrin partagé, une compassion immense et douloureuse. L'inspecteur Dubois, visiblement ébranlé, recula de quelques pas, son enquête soudainement réduite à une tragique méprise. Le père d'Antoine serrait sa femme dans ses bras, leurs larmes se mêlant dans une absolution silencieuse. Hélène, debout près de Clara, sentit la dernière digue de son propre cœur se rompre. En assistant à cette preuve d'amour transcendant la mort, la douleur de sa propre perte, enfouie depuis 20 ans, remonta à la surface. Mais cette fois, elle ne la subit pas. Elle l'accueillit, la transforma en une empathie pure qui la connectait à chaque âme brisée dans cette pièce. Elle n'était plus une forteresse, elle était un pont. Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction, non seulement pour Clara, mais pour tous ceux que cette histoire avait touchés. La colère des parents d'Antoine S. était muée en une dévotion infinie pour leur future petite-fille ou petit-fils.
l'ultime cadeau de leur enfant disparu. Ils venaient chaque jour, non plus avec des accusations, mais avec des histoires sur Antoine, des chansons qu'il aimait, remplissant la chambre de souvenirs et d'amour. Hélène était le pivot de ce nouvel équilibre, un pont silencieux entre le passé et l'avenir. Elle veillait sur Clara avec une tendresse qu'elle ne se connaissait pas, sentant chaque mouvement du bébé comme une promesse. Le jour de la naissance, dans une salle baignée de lumière, un petit garçon en parfaite santé poussa son premier cri. Ils l'appelèrent Antoine. Et dans ce cri, il n'y avait pas de tristesse, seulement la force triomphante de la vie. Le chemin de Clara vers la guérison fut long et ardu, mais chaque regard posé sur son fils était un pas de plus vers la lumière. Le petit Antoine était son ancre, la preuve vivante que l'amour pouvait survivre à la pire des tragédies. Hélène, quant à elle, ne quitta jamais leur côté. Elle devint officiellement la marraine du petit garçon, une évidence pour tout le monde. Le vide laissé par la perte de son propre enfant, ce désert émotionnel qu'elle avait entretenu pendant 20 ans, commença à se remplir, non pas de l'oubli, mais d'un amour nouveau, différent, tout aussi puissant. Elle n'était plus la forteresse impénétrable. En tenant Antoine dans ses bras, en voyant Clara réapprendre à sourire, Hélène se sentait enfin guérie. Elle avait trouvé une famille dans les décombres d'un drame, une famille improbable et magnifique. Cette épreuve transforma Hélène bien au-delà de sa vie personnelle. Elle ne pouvait plus regarder son service de la même manière, ne plus voir les patients comme de simples cas cliniques. Forte de son expérience, elle se battit pour changer les choses. Elle mit en place un nouveau programme au sein de l'hôpital. Un protocole d'accompagnement humanisé pour les patients en soins intensifs et leurs familles, axé sur la communication, le soutien psychologique et la préservation de la dignité de chacun. L'histoire de Clara et Antoine devint une sorte de légende dans les couloirs de la Pitié-Salpêtrière, un rappel constant que derrière chaque moniteur qui bip, il y a une histoire, un cœur et une humanité qui ne doit jamais être ignorée. Sa justice silencieuse n'avait pas été une vengeance, mais une révolution de la compassion. 5 ans plus tard, un après-midi ensoleillé au parc des Buttes-Chaumont, un petit garçon aux cheveux sombres courait en riant à travers l'herbe, poursuivi par sa mère, Clara, dont le visage rayonnait de bonheur. Assise sur un banc avec les grands-parents, Hélène les regardait, un sourire serein sur les lèvres. Le regard de la cadre de santé n'avait plus rien de la fatigue et du vide d'autrefois. Il était rempli de lumière et d'une tendresse infinie. Le petit Antoine courut vers elle et sauta sur ses genoux, lui tendant une fleur sauvage. Elle le serra contre elle, respirant le parfum de son enfance heureuse. Elle n'était plus une spectatrice de la vie et de la mort, mais le cœur battant d'une famille reconstruite. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que l'espoir peut fleurir dans les circonstances les plus sombres. Et c'est pour continuer à partager ces miracles que votre abonnement est notre plus grand soutien.